Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre émission d'inspiration et de motivation Leitmotiv. Nous avons le privilège de recevoir pour vous un homme qui est à l'origine de la création d'une des business school leaders en Afrique francophone dont il a fait une véritable success story dans tout le continent. Notre invité d'aujourd'hui, M. Moustapha Momba Guirassi, est le président directeur général du groupe Institute Africain de Management, Institut, qui compte plus de 30 000 nationalités sur les 4 continents, 30% de professeurs internationaux, près de 20 000 alumni à travers le monde, un établissement qui forme les futures générations de leaders de notre pays. Monsieur Moustapha Momba Guirassi, c'est tout de suite après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Monsieur Guirassi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir de participer à cette belle émission. Nous aussi, tout le plaisir est pour nous. Vous êtes le président directeur général du groupe IAM, dont le but est de former les futurs global leaders et l'élite de notre continent. Votre parcours professionnel, qui n'a pas été facile, en inspire plus d'un aujourd'hui. Pouvez-vous raconter à nos téléspectateurs comment s'est passé votre cursus scolaire? Étiez-vous un élève studieux ou plutôt celui qui aimait mettre l'ambiance? Celui qui aimait mettre l'ambiance. J'ai jamais été l'élève studieux, mais j'ai appris à apprendre. J'avais cette petite ruse, cette petite intelligence qui m'amenait à me sortir d'affaires, à comprendre très rapidement ce qu'il fallait étudier, ce qu'il fallait apprendre, et progressivement et successivement donc réussir les classes. J'ai pas eu de difficultés, mais j'ai pas été l'étudiant ou l'élève studieux. Alors vous avez fait votre primaire où? Je l'ai fait dans une école publique, dans un quartier dit quartier très pauvre. C'était Koloban 2. Nous avons habité là. J'ai aussi fait une partie de l'école du cycle primaire à la Médina. Presque tous les touristes et tous ceux-là qui connaissent Dakar connaissent comme quartier. Donc c'était aussi une école publique et les conditions n'étaient pas les meilleures pour permettre donc aux différents élèves de réussir et d'aller très très loin. Mais on avait quand même la chance d'avoir des enseignants qui en voulaient, qui étaient très sérieux, très engagés et qui avaient donc le sens du professionnalisme. Et cela nous a beaucoup aidé. Et, particulièrement, vous me permettrez de citer le nom d'une dame à qui j'ai rendu visite il n'y a pas longtemps. C'était ma maîtresse de classe. Elle devait être contente. Oui, qui s'appelle Safietou Diagne. Donc il nous a marqué par sa rigueur. Donc c'était le Médina 2 et j'ai fait aussi 2 ans à Kédougou. Parce que justement, mon père doutait un peu de moi. Il me disait qu'il fallait qu'il m'éloigne un peu de la famille, de ce confort. Et il m'a donc un jour ramené à Kédougou pour un peu m'éloigner et m'apprendre à vivre donc autrement et à découvrir donc le monde et la vie. Donc ça a été un point de départ assez important. Alors vous êtes donc originaire de Kédougou, Monsieur Guirassi. Vous y avez passé 3 ans de votre vie. C'était votre premier contact avec cette ville, loin d'une maman et loin d'un père qui était à 700 km de Dakar. Pouvez-vous partager avec nos téléspectateurs ces moments de votre vie? Qu'est-ce que cela a suscité en vous? Ça, c'est une étape décisive de ma vie. Lorsque, à la descente
vers midi, 13h, je voyais une voiture stationnée donc devant la maison et m'invitant tout simplement à faire mes bagages et à le suivre pour aller vers un voyage à 750 km à Kédougou. J'étais tout jeune, tout petit, parce que j'étais en classe de CE2 ou CM1. Et ça a été déjà ce recul ou cette distance critique qui m'a permis de comprendre déjà ce que c'était une maman, un papa. Cela m'a permis aussi de comprendre ou de rencontrer ma personne, de comprendre que j'étais une identité. Je n'étais pas quelqu'un, un élément dans une famille, un élément diffus dans une famille. Et donc ce recul, ce voyage m'a permis donc de rencontrer ce moi, de me poser de grandes questions et de douter, de pouvoir compter sur moi-même parfois. Et c'était vraiment une étape décisive. Et aujourd'hui, je ne regrette pas cette étape et ce voyage sur Kédougou. Et c'est ce qui justifie et légitime d'ailleurs ma présence au plan politique dans ce terroir, parce que ce sont ces 3 ans qui m'ont permis d'avoir des amis et de connaître mes parents, de connaître des villages. Ces 3 ans-là m'ont beaucoup marqué et m'ont beaucoup servi. Et je compte le faire pour mes enfants et je suggère fortement aux parents qui sont dans les grandes villes de permettre à leurs enfants de découvrir leurs parents, de découvrir donc les villages d'où ils viennent, d'apprendre la vie. Donc à partir de là, c'est un recul critique extrêmement important, extrêmement intéressant. D'accord. Nous profitons au passage pour saluer tous les habitants de Kédougou qui nous regardent sur 2STV. Alors, une fois votre bac en poche, vous décidez d'aller étudier au Canada. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est passée votre intégration en tant qu'Africain? Cela vous a-t-il inspiré d'être un de ces jeunes qui a la chance d'étudier à l'étranger, ou c'était plutôt un choix personnel de partir étudier à l'étranger? Non, à l'époque, la destination privilégiée des Sénégalais, c'est la France. Et malheureusement, on s'y est pris très tard. Ouais. Et mon père voulait absolument que je sorte pour aller étudier à l'étranger. Et il s'en est ouvert à un ami qui lui a fait la suggestion de m'amener vers le Canada parce qu'au Canada, il y a plusieurs sessions. Ouais. Et dans le choix, pourquoi Chicoutimi, c'est juste le vocable, hein, Chicoutimi, qui a plu, qui a séduit mon père, qui disait bah, Chicoutimi, ça semble être très chic. Mais écoute, on va t'envoyer là pour des études dans le domaine donc, du génie. Oui. Et voilà, comme ça que je suis parti. C'est ainsi que je suis parti. Donc vous faites un bac de quelle série? Bac D à l'époque. D'accord. À l'époque, bon, aujourd'hui je crois que les choses ont changé. Et voilà, je suis parti au Canada. Ça a été aussi un pays merveilleux, un pays où l'humain a encore sa place. L'humain occupe une place importante. Le respect donc de la dignité humaine, les valeurs sont importantes. Et le Québec, là où j'étais, a cette particularité, une particularité très très qui ressemble à bien des égards à ce que nous vivons ici en Afrique. Un Québec dans un continent anglophone. Un Québec qui doit se battre pour préserver sa culture, son identité, et un Québec qui a voulu avoir son indépendance. Donc vous voyez en fait que cette province-là m'a éveillé, m'a donné cette sensibilité aussi politique assez forte et m'a ouvert les yeux. L'histoire de René Lévesque par exemple et ses grands combats. Ce parcours politique m'a beaucoup inspiré. J'ai vu un Québec, une province francophone, même pour dire stop, le panneau au coin de la rue, il fallait le dire en français. On écrit arrêt, on n'a pas le droit d'écrire stop. Donc on n'a pas le droit de dire Madame le ministre, on dit Madame la ministre. Donc on allait très très loin dans la défense non seulement de la langue et de la culture francophone ou française qu'ils avaient, mais aussi c'était aussi la défense
de la femme, de l'enfant, des différentes catégories sociales. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup inspiré et façonné aussi. Tout à fait. Mais quand vous êtes arrivé là-bas, vous aviez de la famille ou vous ne connaissiez personne? Vous avez du mal à vous faire des amis? J'ai eu énormément de difficultés. J'arrive un soir à Montréal, donc quand je débarque de l'avion, on arrive, ce qu'on appelle, je crois, j'oublie le nom, le terminus voyageur, ça s'appelait comme cela. Et j'arrive, d'abord c'est le français. Oui. Au Québec, on a un français très spécial. C'est la particularité oui, du Québec. Alors il y avait un groupe de personnes qui étaient très très aimables, qui voulaient juste m'accompagner et me rassurer. Donc ils ont parlé longtemps en français. Mais vous arriviez à comprendre ce français avec, je me suis excusé en disant, avec cet accent très prononcé. Je me suis excusé en disant, excusez-moi, je ne parle pas anglais ou autre langue. Et ça, par contre, ils étaient très fâchés. Ils disaient, mais depuis tout à l'heure, nous sommes en train de converser avec vous en français. Donc c'était un français quand même assez atypique, particulier, bien sûr. Mais qui a son charme, quoi. Alors, grâce à votre persévérance et vos efforts, vous obtenez votre diplôme d'ingénieur. Comment se passe alors votre faculté, votre première année de fac? Une année de découverte, une année d'apprentissage. Là, par contre, puisque je n'avais pas beaucoup d'amis, j'étais un peu plus studieux pour les premières années. Donc, c'était plutôt des années de découverte et c'était une discipline nouvelle. Et il fallait réussir. Je n'avais pas beaucoup d'activités. Ben là, c'était plutôt les études. Mais vous avez trouvé les études plus difficiles là-bas qu'en Afrique? Plus aisées. Plus aisées. Le système éducatif, c'était réellement de tout faire pour mettre à l'aise l'étudiant, l'apprenant. Quand dans une classe, il y avait un échec, c'était vraiment d'abord rare et c'était un problème, quoi. La chose normale, c'est de voir toute la classe passer. Les professeurs, les enseignants, c'était vraiment de permettre à chaque étudiant, chaque apprenant d'être à l'aise, de donner le meilleur de lui-même. Et des fois, d'ailleurs, j'ai été très surpris. Tout était ouvert, les livres, vous avez le droit de consulter vos ouvrages, vos livres, vous avez le droit d'avoir une machine, à calculer votre ordinateur. Donc tout était là pour juste vous permettre de réussir, contrairement à chez nous, lorsqu'il y a un livre à la bibliothèque, il faut déjà se le partager à plusieurs. Et plus grave, c'est l'enseignant qui va le cacher, parce qu'il ne veut pas justement que faciliter la tâche, corriger, donc puisse être vu par les étudiants. Donc les approches ne sont pas du tout les mêmes. Et ça m'a beaucoup séduit. Il y avait beaucoup d'Africains ou vous n'étiez pas nombreux? On n'était pas nombreux, surtout dans la zone où moi j'étais, on n'était pas du tout nombreux. D'accord. Alors, vous obtenez votre diplôme d'ingénieur en génie électrique et également un MBA en gestion internationale des affaires. Que décidez-vous de faire une fois vos diplômes en main? J'avais un projet, c'était d'aller, de poursuivre, faire mon doctorat. Et c'est là où le destin vous rattrape. Il y a mon père qui tombe malade et je suis né d'une famille. Je décide donc de rentrer, de tout arrêter. Combien d'années après votre arrivée au Québec? Presque une dizaine d'années. Quand même. Presque une dizaine d'années. Presque une dizaine d'années, donc je décide de rentrer au Sénégal pour maintenant vivre autrement, chercher un emploi et être à côté de ma famille. Alors racontez-nous justement comment vous avez obtenu votre premier travail. Le premier travail, ça a été... Parce que là encore, vous revenez au pays, il faut encore vous réintégrer. Oui, parce qu'il y a de nouvelles réalités. Il y a de nouvelles réalités, mais il faut rappeler que mon père était président du Conseil économique et social, la troisième personnalité de l'État du Sénégal. Et à l'époque, quand on rentre, on va juste voir les amis du papa, entre autres. Mon fils est revenu, il a fait ça. L'ancien chef d'État, d'autres ministres, des directeurs généraux, avec mon CV pour trouver un emploi. Bien sûr. Et il y avait eu beaucoup de promesses.
Malheureusement, aucune de ces promesses N'a n'a été été tenue. réalisée, D'accord. n'a été tenue. Et c'est au cours d'une discussion avec des amis, bon, on m'a dit, bah, tiens, puisque vous avez tel cursus, tel parcours, vous avez donc la possibilité d'intervenir donc dans certaines formations dans certaines écoles. À l'époque, au Sénégal, petit à petit, on commençait à avoir donc des écoles privées. Et donc, je suis allé intervenir, c'est mon premier job d'ailleurs au Sénégal, où j'avais 30 000 francs par mois à peu près, parce que j'enseignais, je crois, le cours de management, d'économie et un cours d'informatique. Et tous les mois, je suis tout heureux d'avoir mes 30 000 francs à CFA. Mais au Canada, vous aviez eu des expériences professionnelles avant de rentrer? Oui, bien sûr. Quand même. J'ai travaillé comme ingénieur à l'Alcan. C'est la première ou deuxième grande multinationale dans le domaine de l'aluminium. J'ai travaillé comme ingénieur là-bas. J'ai aussi eu à avoir en charge donc, ce qu'on appelle les chargés de cours. Vous n'êtes pas professeur ou enseignant, mais vous encadrez d'autres élèves, d'autres étudiants donc, au sein de l'université. Dans le cadre du programme d'ingénieur et aussi dans le cadre du programme de MBA. Mais il faut aussi dire que j'ai été un serveur dans une pizzeria, un livreur aussi. J'ai été dishwasher. Ouais, vous avez Donc, fait des petits boulots avant. Oui, mais qui sont très très intéressants. Très Oui, formateurs. enrichissants, bien sûr. Et donc c'est tout cela, des petits stages par-ci par-là. Et donc voilà, je suis rentré, je suis revenu au Sénégal. Oui, mais après avoir quand même connu des postes de direction, quand même au Canada, vous revenez ici et comme vous dites, vous avez un job et vous avez un petit salaire. Est-ce que ça a été facile pour vous? Du tout. Mais c'était peut-être le charme de la chose. C'est comme cela que j'ai appris à... Il fallait passer par là. Oui, j'ai appris à me découvrir, j'ai appris à me comprendre et j'ai petit à petit appris à me battre, quoi. Surtout que là, le papa n'était plus là, j'étais responsable d'une grande famille et il fallait petit à petit, pas petit à petit d'ailleurs, il fallait se battre. Ensuite, le combat était plus compliqué pour moi parce que je portais un nom et je n'avais pas le droit justement d'aller quémander et de dire ce que je vivais. Là aussi, c'était douloureux, mais en même temps, c'était une chance. Tout à fait. Si peut-être j'avais eu l'opportunité, l'occasion de trop m'en ouvrir à d'autres, peut-être que je n'aurais pas eu cette énergie-là que j'ai pu mobiliser pour entreprendre, essayer et me battre. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais ça a été intéressant et j'ai compris qu'il n'y a pas d'hasard, j'ai compris que ça devait passer par là. Vous savez, finalement, je me dis d'ailleurs qu'il faut, des fois on me dit vous avez réussi, je m'interroge parce que mon sentiment c'est que j'ai pas réussi, mon sentiment profond c'est que je suis encore dans le parcours. Oui, tout à fait. Et le sentiment profond c'est que la réussite c'est vraiment lorsqu'on a compris l'échec. Ça on a réussi. Mais même lorsque, entre guillemets, on réussit et qu'on n'a même pas compris cette réussite-là, ou la vie, ou ce qui accompagne cela, on n'a pas réussi. C'est pas ça le succès. Il y a quelque chose d'inachevé. Le succès, c'est de vivre un échec, entre guillemets, ou une situation difficile, et de comprendre la leçon qui suit ou qui accompagne cet événement, cette action, cette épreuve. Là, c'est ce que moi j'appelle donc un vrai succès. Alors, Monsieur Guirassi, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration.
De retour avec notre invité, M. Moustapha Guirassi, président directeur général du groupe IAM. Alors après avoir passé 6 années de vie au Canada, donc, vous décidez de rentrer au Sénégal. Pourtant, vous aviez un bon travail là-bas, un salaire qui vous permettait de subvenir à vos besoins. Pourquoi avez-vous fait le choix de revenir au pays? Vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'à ce moment, quand vous revenez au Sénégal, vous saviez déjà quelle trajectoire allait prendre votre vie professionnelle? Je ne vous ai pas dit pourquoi je suis rentré. C'est vrai qu'il y a le décès, Oui. mais il y a beaucoup d'étudiants à l'étranger qui ont connu des décès et pourtant qui ne décident pas de rentrer. Alors, donc c'est pas le décès en réalité. racontez-nous pourquoi vous êtes rentré. Alors ça c'est important, c'est le socle le plus important de mon discours en politique comme dans l'éducation et qui donne du sens à toutes mes actions. C'est la question de l'empathie, c'est-à-dire vivre dans l'autre, comprendre l'autre, et quand il souffre, vous souffrez, quand il est heureux, vous êtes heureux, et vous avez de la compassion. Et c'est cette empathie-là qui constitue pour moi l'énergie extraordinaire pour entreprendre. Lorsqu'on a de l'empathie pour une chose, une personne, on ne compte pas. On fait des sacrifices, on se donne. Et quand j'ai perdu donc ce papa, j'ai eu beaucoup d'empathie pour mes frères et sœurs, beaucoup d'empathie justement pour cette communauté-là de Kédougou qui l'a tant chéri. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est d'être présent et de souffrir avec eux et de me battre à leur côté. De leur donner votre amour. Donc pour répondre à votre question, j'avais aucun plan. Au contraire, c'était même un risque de quitter tout ce que j'avais au Canada pour venir là au Sénégal. Mais je savais très très bien, comme je le disais tout à l'heure, c'était ainsi que ça au moins par contre je le savais, que ma vie ne pouvait avoir de sens que par rapport à cette présence, par rapport à cet engagement, par rapport à cette empathie. Mais avoir un donc bien votre matériel, vie professionnelle passait en second plan en fait. Ah oui, la vie professionnelle au second plan, tout passait au second plan. Le plus important pour moi était d'être près de votre famille au moment où ils avaient le plus besoin de vous. C'était crucial, jusqu'à présent d'ailleurs. C'est une dimension qui est fondamentale, c'est mon équilibre. Mon équilibre, c'est d'avoir mes frères et sœurs autour de moi, d'avoir les amis à mon père autour de moi, d'avoir aussi mes anciens amis. On ne dit pas anciens amis, donc mes amis de longue date autour de moi, ça me sécurise et je suis bien. Voilà donc la raison qui m'a amené à quitter tout ce monde-là au Canada, et je ne le regrette pas du tout. Et je continue à avoir cette flamme, avoir cette énergie, et que je veux transmettre donc à d'autres jeunes qui sont au sein de mon établissement ou que je côtoie à travers la politique ou autre. Alors donc, comme je disais, votre arrivée au Sénégal n'est pas facile. De nombreux événements se sont déroulés dans votre vie et je pense que ça a été même décisif pour vous. À ce moment précis, pouvez-vous nous en parler de ces difficultés? Et surtout, votre retour au Sénégal est compliqué pendant de longues années. Vous chômez. Comment avez-vous finalement fait pour trouver du travail? Vous savez, je n'ai jamais dit ça publiquement, je crois que c'est la première fois. Même pour avoir mon billet d'avion pour rentrer au Sénégal, je parle sous le contrôle de certains amis, j'ai dû m'appuyer sur, à l'époque on le faisait, le billet retour de notre ami que je rachetais, et puis bon, on se débrouillait donc pour, comme du clando quoi, pour rentrer au pays. Donc ça a été extrêmement difficile. J'imagine. Mais le plus difficile, c'est pas la privation matérielle, financière. Le plus difficile, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer. C'est le regard de l'autre. C'est la perception de l'autre. Et c'est peut-être ce regard-là qu'on peut même porter sur votre papa en disant, vous savez, aujourd'hui, voilà ce qu'ils sont devenus. Ça, c'était très très dur. Et je ne voulais pas du tout que le parcours d'un homme comme celui-là, qui a été magnifié, un parcours magnifié, jusqu'ici, les compatriotes parlent de lui avec beaucoup d'égard et beaucoup de respect. Je ne voulais pas justement arriver donc à moi, que je fausse le jeu, ou que finalement je ne puisse pas ce qu'on appelle ici du soutora, c'est-à-dire
envelopper tout cela d'un beau voile pour que le tout continue de fleurir et que l'image continue donc d'être très très forte et très belle. Et ça, c'était la période la plus difficile. Vous portez un nom et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas l'eau courante, par exemple, là, à la maison, que vous n'avez pas mangé ce jour-là, que vous n'avez rien à donner, à remettre donc à la famille pour la dépense quotidienne. Vous avez des problèmes d'électricité, on vient de couper l'électricité. Vous ne pouvez pas en parler. Et vous ne pouvez pas en parler. Ça, c'est extrêmement pénible. Et en même temps, vous vous battez, vous montez une école, il y a une image très forte qu'il faut avoir parce qu'il faut rassurer en même temps les étudiants et les parents. Donc, la gestion de tout cela, c'est lourd à porter. C'est des périodes très difficiles. Merci, Monsieur Guirassy, pour tous vos conseils. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir partagé votre parcours si enrichissant avec moi et nos téléspectateurs. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos projets à venir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à Monsieur Moustapha Momba Guirassy. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine dans Leitmotiv. Quand je venais de démarrer l'école, je disais comme slogan, heureusement qu'il y aura toujours des personnes insatisfaites. L'écoute et l'humilité, très important. Ah, c'est fondamental. Dans le parcours d'un individu. Dans le parcours, dans la vie, en réalité, on ne sait jamais le petit trésor, la personne, le petit déclic, vous ne savez pas. Je vous écoute et vous n'êtes pas à la bonne place. Je pense sincèrement que vous devez faire plus. J'ai quelqu'un à vous présenter. Est-ce que vous le voulez bien? J'étais un peu gêné, je dis mais c'est mon étudiant qui me coach là. Bon, oui, finalement je dis j'accepte. L'entrepreneuriat c'est une affaire humaine d'abord, consubstantiellement humaine, c'est-à-dire poser un regard positif, d'empathie sur son environnement, se reconnecter à soi. Bon, après, lui, il parle, c'est vrai que ça revient. Vous développez un peu. On y va, action! De retour avec notre invité, M. Moustapha Guirassy, PDG, président directeur général. De retour. Moteur, action! Action! Je sais même plus qu'est-ce que tu m'as dit, vous êtes. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas juste dire amen. Vous ne faites pas que l'enseignement. D'accord, ok, d'accord. Vous êtes très engagé. D'accord, ok, on y va.